Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le webinaire La science au service du management en entreprise. Sans plus attendre, je vais inviter Malik à venir nous rejoindre sur scène. Hop, voilà, c'est fait. En attendant, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous voyez, vous nous entendez bien dans les commentaires? Ça nous aiderait. Salut Aurélien. Salut Malik, ça va? Yes, tu m'entends bien? Ouais, moi je t'entends bien. Est-ce que voilà, je vois qu'Angélique est en train d'écrire. C'est bon? Parfait, super. Ok, cool. Ok, n'hésitez pas à poser des questions comme toujours, partagez vos expériences, on veut que ça soit le plus interactif possible. Le webinaire sera dispo en replay sur la chaîne de TeamBuilder et puis aussi sur tous les supports de communication que Ogreffe voudra bien faire. Restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin du webinaire, on va vous offrir des réductions sur des formations, sur des contenus et des liens vers des tests validés scientifiquement. Aujourd'hui, je réaccueille Malik Benguerine, psychologue chez les éditions Ogreffe, éditeur de tests psychologiques. Malik, est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter? Oui, déjà merci pour ce deuxième round sur le leadership. C'était vraiment une super expérience la première fois. Donc moi, je suis psychologue clinicien de formation, mais ça fait maintenant plus de 7 ans que je travaille au sein d'une maison d'édition un peu particulière. Parce que c'est une maison d'édition qui est spécialisée en psychologie, donc on produit des revues scientifiques et des outils d'évaluation, des tests. On propose également des formations pour nos tests. Et donc, il y a une grande variété d'outils qu'on propose et certains qui sont plus dirigés vers le monde du travail et dont un outil dont on parlera plus largement du thème du leadership, mais on parlera aussi de la conception d'un outil, le LJ2. J'ajoute une dernière petite chose, c'est que j'ai travaillé ces derniers jours avec de la clim et j'ai quand même un peu perdu ma voix. Donc, voilà. Ouais, t'as la voix suave. Exactement. Ok. Je me présente à mon tour aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Aurélien Guillon, je suis le cofondateur de la société TeamBuilder. On a un logiciel de pilotage RH et un constructeur d'équipe aussi. Donc sans transition, il y a une petite slide sur le groupe Ogreffe pour introduire un petit peu. Donc vous êtes vraiment un groupe d'édition spécialisé en psychologie. Vous prenez des tests validés scientifiquement, vous les traduisez un petit peu dans toutes les langues, vous les adaptez à la culture des pays dans lesquels vous allez l'introduire. Et puis vous accompagnez les professionnels de santé aussi j'ai vu que c'était très varié. Donc, pour rappeler, c'était sur l'enfant, sur le management, sur les RPS, etc. C'est ça, des problématiques comme l'autisme, par exemple, ou les troubles du neurodéveloppement pour le champ clinique. Et puis des outils d'aide au recrutement, à l'accompagnement dans le monde RH, comme la personnalité, le leadership, et puis les RPS également. On aura peut-être l'occasion d'évoquer. Yes. Je présente TeamBuilder rapidement aussi. Nous, notre mission, c'est d'aider les DRH et les managers à piloter les ressources humaines avec le plus de bienveillance possible pour booster la performance des entreprises, créer les meilleures équipes. Et de l'autre, aider les employés à s'intégrer rapidement dans les entreprises. Donc, on est un réseau social connecté à un outil de pilotage innovant avec un tableau de bord et une map interactive pour prendre les meilleures décisions dans l'entreprise. L'application est connectée, toutes les informations sont injectées dans le dashboard et qui permet ce qu'on appelle un jumeau numérique qui permet de faire des simulations dans son entreprise au niveau des ressources humaines. On a inventé aussi le Trimoji et ça, c'est le test qui va nous intéresser aujourd'hui, l'outil d'analyse comportementale. La question du jour à laquelle on va répondre. Comment la science peut servir le management? Alors Malik. Alors, c'est intéressant de l'introduire comme ça. Et puis, je vais vous partager une petite slide. Après, moi, j'appuie ce que tu disais. N'hésitez pas dans le chat. Et puis, toi, je sais que naturellement, tu le feras aussi. À poser des questions, interagir. Moi, j'aurais tellement de choses à dire. J'ai prévu beaucoup de contenu, etc. pour développer un peu le sujet. Mais l'idée, c'est de rendre ça le plus interactif possible. Et la deuxième chose, c'est, je trouve que le mot-clé science est adapté notamment à mon contexte professionnel au sein des éditions Ogreffe parce que nous, notre ligne éditoriale, c'est d'avoir une approche, on appelle evidence-based, c'est-à-dire fondée sur des preuves. Quand on s'attaque à un sujet, on publie des articles et des revues scientifiques dessus, et à partir de ce socle de connaissances, on regarde quelle est la manière la plus fiable, et on le prouve avec des études, de mesurer ces aspects-là. Donc, sur l'aspect scientifique, je ne sais pas si je partage mon PowerPoint peut-être.
directement? Bah, Non, écoute, il y avait encore d'autres trucs. on va déjà expliquer Voilà, un en petit tout cas, peu ce dont on va parler. par ce bout-là que je vais prendre ça. C'est qu'est-ce que nous disent les données et quelle est la meilleure manière de l'évaluer. Ok. Donc le plan du jour. Donc on va essayer de tenir 1 heure, ne pas dépasser 1 heure et demie, parce que après les gens commencent à avoir faim. Donc aujourd'hui, on va parler de 4 éléments principaux. Déjà, les prérequis d'une position managériale. En tant que manager, il faut avoir des hard et des soft particuliers pour être manager. On va voir lesquels. Ensuite, on va regarder comment on évalue le management d'un manager. Quels sont les KPI, les indicateurs clés que l'on peut mesurer sur différents scénarios pour savoir comment le manager est, dans quelle posture il est principalement, ou une ou plusieurs d'ailleurs. 3, on va voir comment adapter sa posture de manager à partir de différentes situations. Donc, et là, on va voir 2 approches. Donc, le LJI, le test des éditions au greffe, et le Trimoji, le test de Team Builder. Et à la toute fin, on verra avec une ouverture certains éléments qui peuvent amener de l'eau au moulin pour améliorer son management à l'échelle d'une équipe, mais aussi à l'échelle d'une entreprise. Donc, Malik, c'est à toi. Je te laisse la main sur ton slider. Tac. Donc, je rappelle, toujours, si vous avez des questions, vous les posez. Si quelque chose n'est pas clair, vous les posez. On s'arrête, on prend les questions et on y répond. Voilà, je préfère qu'on traite 30% de ce que j'ai prévu, mais qu'on traite en profondeur et de manière interactive plutôt que l'inverse. Alors bon, j'évoquais le groupe au greffe et le fait qu'on soit un acteur dans le monde académique comme dans le monde du travail. Et sur toutes nos thématiques, en fait, on publie des articles scientifiques. Alors, sur le leadership, on a plusieurs revues. Vous en voyez ici défiler. Et vous avez également donc, ce test, le LJ, qu'on verra. Il y en a d'autres également, et notamment certains qui vont être publiés début 2022 et la formation LJ sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Alors, le LJ, le leadership ou le management, c'est aussi quelque chose qui est central parce que les personnes qui sont performantes et qui quittent leur poste, elles quittent souvent un manager. Le sujet est intéressant pour la psychologie parce que la variable humaine est centrale. Il y a des composantes multiples, c'est un sujet complexe à appréhender. Les résultats sont objectivables, même si le quantitatif est assez difficile, mais on verra comment on s'en sort. Et puis, c'est un des domaines majeurs dans la psychologie, qui est la psychologie du travail et des organisations. Donc, après, il y a quelque chose d'un peu, en français notamment, délicat sur l'aspect du mot leader. Parce il y a tout un éventail. On peut avoir une appréciation purement fonctionnelle du terme, c'est la personne qui dirige. Et puis, on peut avoir quelque chose d'un peu plus ambitieux, je ne sais pas si le terme est bon, mais c'est une personne qui, grâce à son exemplarité, de par ses talents ou ses qualités de leadership, joue un rôle de dirigeant, exerce de l'influence dans sa sphère. Donc, il y a une position comme ça institutionnelle de leadership qui est le manager, sur lequel on va s'attarder, mais on peut aller un petit peu au-delà et envisager le leadership. Et notamment, je vous ai proposé ce petit tableau. C'est les formes de pouvoir du manager et du leader dans l'entreprise. Donc, il y en a 5 qu'on peut recenser. Il y a des pouvoirs qui sont vraiment liés à la position dans l'organisation, donc le pouvoir de coercition, être en légitimité pour sanctionner quelqu'un, le pouvoir de récompense, donc c'est la réciproque, carotte et bâton, et puis le pouvoir de légitimité contractuelle. Mais il y a 2 autres niveaux de pouvoir qui sont plutôt liés aux attributs personnels du leader. Donc, des fois, le manager n'est pas le leader, mais c'est plutôt bien s'il l'est également. Et donc là, on a le pouvoir référent. Donc là, on va parler un petit peu d'identification, et c'est là où les notions peut-être de personnalité vont avoir une incidence plus forte, et des pouvoirs d'expertise. Alors d'expertise perçue, donc ce qui est souvent différent de l'expertise, ce qui peut être différent de l'expertise réelle. Quelle différence tu fais entre un pouvoir référent et un pouvoir de l'expert? Alors, je dirais que l'identification au leader, une personne peut n'avoir aucune compétence. Par exemple, tu peux bosser avec une équipe de gens qui sont très experts dans leur domaine respectif. Et le manager ou le leader, en l'occurrence, n'aura pas 10% du référentiel de compétences de cette personne, mais de par son attitude, de par son charisme, on pourrait dire, il va quand même être une source d'identification majeure de l'ensemble des collaborateurs.
Donc, c'est vraiment ces deux domaines qu'on peut distinguer, même si on peut imaginer que pour quelqu'un qui est dans une sphère de connaissances, quelqu'un qui est très expert techniquement ou par son CV, va être naturellement une source d'identification, au moins sur cette partie-là. Mais des choses qui sont moins perceptibles et qui sont vraiment liées à l'identification au leader. Ok. Donc, je voulais effectivement aller sur ces niveaux-là, un peu plus liés à la personnalité, pour commencer et un peu pour l'évacuer, parce que je voulais pas qu'on passe à côté. Mais l'efficacité d'un leader, d'un manager, ça repose principalement sur sa façon de prendre des décisions. C'est pour ça que j'ai appelé ça le cœur nucléaire de l'influence managériale. On va le voir, c'est là-dessus que va se jouer la performance à court, moyen, long terme, l'efficacité et la montée en compétence des collaborateurs. Donc, c'est plus largement le management, mais qu'on peut le réduire, si on veut l'objectiver, à des styles de prise de décision. Alors, avant ça, je voulais balayer deux aspects qui sont, un, le niveau de raisonnement, et deux, la personnalité. Alors, le niveau de raisonnement, parce que la position d'un manager, c'est processer énormément d'informations, mais vraiment une quantité, on ne l'intellectualise pas, on ne s'en rend pas compte, mais un nombre d'informations, et des informations qui varient énormément. Et là, je dirais le QI, la capacité de raisonnement d'une personne, va avoir une incidence. Alors, j'ai remis là deux petites slides. C'est des données américaines, en fait, on va dire. C'est ces fameux hard skills dont on parlait tout à l'heure. C'est qu'à la base, si tu veux être manager, il faut quand même que tu te situes dans une moyenne assez haute de QI, c'est ça? C'est ça, on le voit sur cette étude américaine qui montre un peu les QI moyens, c'est-à-dire requis, on va dire, pour certaines positions. Et on regarde que pour des managers, on est souvent au-dessus de 115, c'est-à-dire dans les 15% les plus élevés de la population en général. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a un QI correspondant à la moyenne de la population, c'est-à-dire à 100, ne peut pas être sur ces positions. Ça veut dire que dans la plupart des positions managériales, il va être quand même mis à rude épreuve où il va peut-être devoir mettre de côté un certain nombre d'informations. Donc, c'est ce qu'on disait la dernière fois aussi sur d'autres enjeux RH. Quand tu dois apprendre une tâche et ensuite la reproduire dans le temps, finalement, avoir un QI très élevé, c'est pas très intéressant parce que tu apprendras ta tâche plus vite, mais c'est une seule tâche derrière que tu vas décliner. Et la nature de la position d'un manager, c'est de prendre en permanence énormément d'informations. Donc, avoir, on va dire, un niveau de raisonnement ou un QI un peu au-dessus de la moyenne est quelque chose qui va être assez aidant, on va dire. Et l'autre aspect, c'est la personnalité. Alors, sur la personnalité, si certains étaient là la dernière fois, il y a 5 grands traits de personnalité chez l'être humain. Et il y a notamment la stabilité émotionnelle qui va jouer parce que quelqu'un qui va avoir une instabilité émotionnelle un peu élevée, on va dire, va quand même être en difficulté parce que la position managériale est une position très exposée d'un point de vue des interactions humaines, d'un point de vue des résultats, etc. Et on va dire que c'est plutôt favorable si tu es stable émotionnellement. Également, une autre grande dimension de la personnalité, le caractère consciencieux. Donc, je rappelle qu'on est tous positionnés sur ces 5 grands traits de manière plus ou moins élevée par rapport à la population et que chaque position donne des avantages et des vulnérabilités. Mais, alors, consciencieux, c'était plutôt les règles, être quelqu'un d'être structuré, de comprendre les règles et de savoir les appliquer, quoi. Exactement, c'est est-ce que ton cerveau est câblé quand tu as un caractère consciencieux très élevé pour planifier, ordonner, trouver des KPIs et ne pas s'écarter du chemin le plus optimal pour réaliser une tâche. Et on va dire que si une personne est naturellement élevée sur ce trait-là, eh bien, ça va, on va dire, assez matcher avec les enjeux forts de la position managériale qui est de rationaliser et rationaliser pas que s'organiser soi, mais organiser les autres. Donc, le fait d'avoir une pente naturelle qui te pousse vers se donner des buts, se donner les moyens de les atteindre, délibérer, c'est-à-dire questionner les choses avant de passer à l'acte, etc. C'est quelque chose d'extrêmement favorable. L'opposition c'est ne pas respecter les règles, ce serait être bas en conscienciosité. Ce serait effectivement ne pas respecter les règles, être assez labile, c'est-à-dire assez variable sur les objectifs, les atteintes des objectifs, etc. Et il y a plein d'avantages à être bas en caractère consciencieux, le fait d'être disruptif, le fait de changer la donne, etc. Puisqu'on ne suit pas les règles, on a un degré de liberté plus fort pour bouleverser un marché, etc. Mais quand tu es manager, tu dois mettre en place des process, les faire respecter
soit Ouais, pour les autres. ouais, je suis Donc, d'accord, mais après tu mettais deux notions, c'est-à-dire que tu avais la notion de manager et la notion de leader. Et en fait, la notion de leader, c'est quelqu'un qui va te montrer la voie, qui va aller par là, etc. On pense à Steve Jobs. Alors peut-être que je fais un raccourci. Alors Steve ouais, Jobs, bien pour le sûr. coup, lui, il était à mon avis, très consciencieux, mais Ouais. il était très innovant aussi. Si je parle d'un autre, peut-être Elon Musk, et on va imaginer lui. Moi, je le vois assez bas en conscienciosité, Ah, peut-être. tu imagines pas le mec, les études qu'il a fait, la structure qu'il a. Il arrive à travailler Non, des c'est vrai fois qu'il est, 7 heures il est par très jour, du carré. matin au soir. Quelqu'un J'essaie qui de est trouver un faible, exemple de quelqu'un quelqu'un qui même était qui a, assez bas en conscienciosité, mais qui avait une non, position de manager leader. des mecs comme Musk et comme Steve Jobs, là où ils se différencient de la plupart des managers, c'est pas sur le caractère consciencieux où ils sont très hauts comme la plupart des managers, c'est sur l'ouverture à l'expérience. Et généralement, en fait, la créativité, on va dire, propension à la recherche de nouveautés, etc. Et Hmm. généralement, malgré tout, la typologie de manager, c'est d'être plutôt bas parce que expérimenter plein de chemins, etc., c'est une perte d'efficacité. Ouais. Et peut-être que eux réussissent à être très consciencieux, avoir une ouverture très élevée, mais quand même garder une ligne directrice ou peut-être déléguer des aspects d'organisation, etc. Derrière. Exactement, on peut être extrêmement innovateur et consciencieux. C'est l'ouverture à l'expérience qui C'est va ça, dire. c'est être intuitif et consciencieux, c'est différent, quoi. Exactement, exactement. Et vraiment être consciencieux, je dirais être un manager un peu brouillon, etc. C'est bien quand tu es chercheur seul à ton bureau et que tu veux vraiment innover, je sais pas moi, Einstein ou autre, etc. Mais quand tu commences à gérer du matériel humain, si tu veux, si tu n'as pas un minimum de Un cadre, structuration, une et organisation. voilà, tu vas à la catastrophe quand même. Hmm. Donc ça, on va dire, ce qu'on remarque comme 3 dimensions, plutôt moyen en ouverture, plutôt très élevé en caractère consciencieux et plutôt faible en névrosisme, c'est-à-dire élevé en stabilité émotionnelle. Après, sur l'aspect d'identification et de pouvoir référent, comme on l'évoquait, là, on va avoir la combinaison de 2 traits. Un, c'est l'agréabilité. Donc l'agréabilité, c'est comment tu te positionnes face aux autres. Est-ce que l'autre va être d'emblée un partenaire ou plutôt un rival ou quelqu'un qui va potentiellement te nuire, etc. Donc coopération versus compétition. Et là, on se rend compte que c'est plutôt les managers, on va dire, seront plus confortables s'ils sont plutôt bas en agréabilité. Hmm. C'est-à-dire aussi être dans une capacité de dire non, de frustrer, de des fois un peu objectaliser l'autre, on va dire, pour arriver à Faut pas des fins. avoir peur de dire les choses, quoi. Exactement. Et puis d'avoir une stratégie, c'est-à-dire de dire ben, l'autre, je sais où je veux l'amener et je vais l'amener, pas le manipuler au sens pervers du terme, tu vois, mais quand même malgré tout avoir une idée stratégique de la relation à l'autre. Donc c'est plutôt intéressant d'être faible en agréabilité et plutôt confortable d'être élevé en extraversion parce que l'interaction sociale est inhérente à la position managériale. Clairement. Et donc, quand on a un combo, et là, c'est ce qu'on retrouve dans nos tests de perso, extraversion et agréabilité, et qu'on est extraversion fort et agréabilité plutôt faible, c'est là où on se retrouve sur la typologie leader. Ces personnes apprécient généralement les situations sociales qui peuvent les mettre en valeur. Elles préfèrent habituellement donner des ordres plutôt que les recevoir. Donc ça, c'est l'agréabilité basse. Ils sont Hmm. convaincus de leur légitimité dans la prise de décision. Une petite donnée du caractère consciencieux aussi. Le sentiment de compétence, c'est quelque chose qui est lié au caractère consciencieux. Elles ont généralement une image assez positive d'elles-mêmes et savent ordinairement comment amener les gens à travailler ensemble. Ça, c'est ce que je disais aussi de l'agréabilité basse. Et tu vois, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui, si tu as l'opposé sur ce cadran, sur ces 2 traits, ne peut pas. Ça veut simplement dire qu'il va jouer un peu contre nature, un peu à l'extérieur. Il va se forcer à ne pas se cacher dans son bureau et aller au-devant du contact. Et ça, cette analyse-là, je veux dire, c'est une observation qui a été faite sur un pool de managers qui génère de la performance dans les organisations où ils sont. Oui, alors ça veut dire qu'en fait, soit les gens qui ne sont pas comme ça vont artificiellement mettre en avant ces facettes-là, et puis ensuite utiliser leur temps personnel pour ceux qui sont bas en extraversion, plutôt rester seuls et se ressourcer, ou qui vont être plutôt bienveillants à chercher l'harmonie dans la relation, dans leur vie privée, mais ils savent parce qu'ils l'ont intellectualisé qu'il faut être des fois plus assertif dans le monde professionnel. Donc, soit on retrouve plutôt ces types-là, soit on retrouve des gens qui qui savent se déporter par rapport à leur pente naturelle en termes de management efficace. Après,
c'est vraiment une extrapolation à partir de la personnalité. C'est aussi checké en contexte professionnel. Mais le reste du webinaire qu'on va passer ensemble, le reste de l'heure qu'on va passer ensemble, on va aller dans le dur du leadership et de la performance managériale. Et on va s'écarter un peu de la personnalité pure pour parler de comportement de manager et parler de discernement dans l'analyse des situations et des typologies de solutions qui sont offertes à l'équipe. Donc, c'est une variable secondaire malgré tout, la personnalité. Et donc, c'est l'emploi des styles de leadership qui va dicter la performance court, moyen et long terme. Et la performance à 2 niveaux, et ces 2 niveaux avec lesquels je vais jongler pendant notre échange, c'est la performance en termes de résultats, de tâches pures, et 2, en termes de développement des équipes. Donc, c'est vraiment les 2 mamelles, on va dire, du résultat. Qu'est-ce que tu appelles le développement des équipes? C'est le développement personnel des individus ou le développement... C'est-à-dire que, on va le voir, il y a certaines manières de se positionner face à l'équipe qui vont prioriser le fait de résoudre une tâche à court terme. Tu vois, ouais. Et tu as certains styles de prise de décision qui vont dégrader un peu cet aspect-là ou le ralentir un peu, mais parce que c'est une bonne opportunité de faire monter en compétence des gens. Et si tu veux, ça va te permettre derrière d'avoir des équipes qui sont plus matures, qui sont plus experts, qui sont plus impliqués, etc. Et sur le long terme, c'est ça qui va aussi indirectement accroître ta performance. Et on va vraiment voir ça en détail. Mais là, ce que vous voyez à l'écran, là, c'est les 4 grands styles de leadership. Il y a pas mal de papiers là-dessus, sur ces 4 grands traits de leadership là. Exactement, c'est le modèle. C'est vraiment le modèle de base dans le monde scientifique concernant le management. Voilà. On retrouve 4 grands styles, directif, consultatif, consensuel et délégatif. Ils sont divisés en 2 sous-styles à chaque fois. Je ne vais pas rentrer dans ce niveau de détail. Parce qu'on a non, mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, directive? Bon, je vois, c'est quelqu'un qui dit, OK, on fait comme ça, c'est moi qui décide. Le consultatif, c'est alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est alors, qu'est-ce que vous en pensez? Soit en one-to-one avec chacun, soit carrément en réunion collective. Et derrière, je décide. Voilà, ouais. Je prends vos avis, mais voilà, peut-être je ne vais pas les suivre ou je vais les suivre. OK. Le consensuel, c'est quelqu'un qui essaye d'avoir la validation de tous? Eh bien, qu'il l'a, parce que sinon, on repart sur du consultatif collectif. Tu vois, okay. Consensuel, c'est quelqu'un qui ne peut pas prendre une décision si tout le monde n'est pas d'accord. C'est pas qu'il ne peut pas prendre une décision, c'est peut-être. Voilà, c'est consensuel, c'est j'attends qu'il y ait consensus dans l'équipe. Après, certains vont peut-être dire OK, je valide la décision, même si ce ne serait pas la mienne, tu vois, pour aussi rechercher du consensus. Mais c'est tout le monde est d'accord pour valider l'idée. D'accord. Et le délégatif, c'est OK, c'est toi qui vas décider. Il y a 2 sous-styles encore. Alors, vraiment, le cœur de toute ma présentation, ça va être d'aller dans chacun de ces styles et de regarder quels sont les avantages, les limites, quand est-ce que c'est intéressant de l'employer ou non. Donc, on va vraiment avoir le temps de plonger. C'est même, on va dire, le tiroir le plus profond que je vais ouvrir là. Alors, avant de commencer ça, moi, quand tu me dis je vais rentrer dans le tiroir, etc., je me dis, OK, il existe 4 types de management différents, mais je peux pas on va dire, être en tout état de conscience sur comment je dois agir en tant que... Je dois être consultatif là à ce moment-là, je dois être délégatif, je dois être directif, je dois être consensuel. Et en fait, là, c'est important de bien noter que bien souvent, c'est un état de fait. C'est-à-dire qu'on réagit à une situation de manière directive ou de manière consensuelle, de manière délégative, etc., en fonction d'un nombre déjà de notre personnalité, on l'a vu, et puis en fonction du contexte et de ce qu'on veut faire. L'idée, c'est pas non plus de donner des directives en disant voilà, dans telle situation, il faut être plus consultatif ou plus machin. Il y a des solutions optimales, comme ce qui détermine ton test. Mais c'est très très compliqué de se dire a priori il va falloir que j'oriente ma posture en temps réel et que j'identifie que c'est telle situation, donc c'est comme ça qu'il faut que j'agisse. Alors malgré tout, tu vois, pour contrebalancer pour on va dire un peu modérer, généralement les gens intuitivement ont quand même certains points forts et quand on les évalue, il y a un ou 2 trucs qui fait vraiment défaut, c'est-à-dire que le mec,
il va être beaucoup trop directif, ou il va être dans un comportement d'évitement sur les modalités consensuelles. Et donc, en fait, le correctif que tu peux apporter, c'est te focaliser avec lui sur quand est-ce que c'est pertinent en décryptant des situations pour lesquelles une prise de décision consensuelle serait bienvenue. Et lui, il va se focaliser là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il va être en faux self ou qu'il va être là comme un robot à plus authentiquement prendre une décision, etc. Mais ça veut dire qu'on peut un peu, quand même, malgré tout, lutter contre soi et se dire, ouais, le test et puis la discussion que j'ai eue avec ce coach m'a fait prendre conscience que je passe à côté de ça et j'ai compris que tel les enjeux, je pouvais remplir ces objectifs en abordant cela. Et donc, je vais essayer, quand la situation s'y prête, parce que j'ai maintenant les clés de compréhension, d'aller là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que toutes les décisions vont passer par des analyses. Et c'est ça que j'ai bien aimé avec le LGI, c'est-à-dire que ça donne une analyse de son comportement managérial, et on va le voir après, mais ça donne son analyse de comportement managérial dans pas mal de situations, et ça te dit là où t'es pas terrible. Et du coup, ça te permet de te focaliser sur de faire attention à la prochaine fois, de garder en tête juste 2 trucs. Ah bon, bah, quand c'est comme ça, faut que je fasse gaffe à ça. Et quand c'est comme ça, faut que je fasse gaffe à ça. C'est pas, je dois tout le temps réfléchir à comment je dois agir, mais plutôt, je garde en tête juste des points d'attention. Et c'est ça qui met en avant, quoi. Exactement. Et puis, si tu veux, il y a aussi un aspect où, avec les comportements du manager, c'est un peu la dose qui fait le poison. C'est-à-dire qu'un style n'est pas bon ou mauvais en soi, mais par contre, quelqu'un qui est sur une modalité, ça va avoir des effets délétères uniquement là-dessus. Donc, ça peut être aussi d'essayer de modérer cette approche qui est trop employée ou employée de manière automatique. Donc, après, il y a des gens qui ont cette finesse un peu intuitive de s'accorder, de s'adapter aux situations en se disant mais tout le monde l'a en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on va voir quels sont les prérequis pour aller plutôt sur du délégatif. Évidemment, quelqu'un qui était à la fac il y a 2 mois et qui n'a pas d'expérience professionnelle, tu ne vas pas lui déléguer une tâche qui est cruciale pour la vie de l'entreprise. Tu vois, ça paraît assez évident et tout le monde intuitivement répond à ce type de critères. Mais je trouve quand même ça intéressant que les gens puissent essayer quand on leur fournit des grilles d'analyse, de ne plus être naturel, mais de temps en temps de se dire « Ah ben oui, ma pente naturelle, ce serait d'aller faire ça, mais est-ce qu'il n'y a pas une manière plus pertinente de répondre à d'autres objectifs que ceux que j'ai naturellement en tête ?» Voilà, c'est un peu ça aussi qu'il faut se dire. Franchement, on va rentrer dans les différents styles. Et surtout, j'ai essayé d'à chaque fois mettre les 2-3 forces d'un style, les 2-3 faiblesses d'un style ou du suremploi du style. Et je pense que ce sera plus concret. Donc là, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Donc je vais passer ces grands principes. Mais en tout cas, ce qui dicte la performance d'un leader, d'un manager, toute chose égale par ailleurs, c'est la capacité à manier et à jongler avec les différents styles de manière pertinente. Et comme tu l'évoquais, les gens ont souvent des petites théories personnelles sur le management et donc ils vont interagir à partir de ces présupposés. Et ces présupposés ne sont qu'une vision très partielle des situations, comme je le disais, qui est une situation avec la variable humaine qui est déjà complexe, plus il y a des histoires de tâches, de gouvernement, etc. Le premier style, je vais directement passer là-dessus, c'est le style directif. Donc, je prends la décision sur la base de mes idées. Donc, c'est le plus pertinent avec une équipe qui est nouvellement créée ou face à de l'inconnu, où là, le manager doit s'exposer et doit prendre les devants, puisque personne n'a l'expérience des prises de décision. Donc, c'est particulièrement adapté dans les situations où le manager doit prendre un grand nombre de décisions, surtout s'il en a déjà personnellement eu l'expérience. Et l'idée, c'est de ne pas rester à long terme ou à moyen terme sur ces modalités-là, mais d'ouvrir, de faire monter l'équipe en expérience, peut-être d'abord simplement en le regardant se positionner et prendre des décisions. Quand quelqu'un n'emploie jamais ce style, alors que c'est lui le plus qualifié, là, c'est souvent une perception depuis les équipes comme un manque de détermination et vers quelque chose, puisque les autres styles sont moins directs, d'une culture d'entreprise plutôt orientée vers la parlotte que vers l'action. Et donc, ça va dégrader un peu les tâches et la performance. Donc, les 3 faiblesses qu'on peut pointer sur le manager directif, c'est qu'à terme, le manager est submergé et il éteint un peu son équipe.
Parce qu'en fait, le leadership directif, ça permet de contrôler et de gérer efficacement les tâches. Surtout que le manager, souvent, a un background, a une expérience, une autorité dans son domaine. Mais en fait, les signaux latents qu'il envoie aux collaborateurs, c'est, en fait, ne prenez pas de décision. C'est moi qui les prends, s'il est constamment sur cette modalité. Et ce que ça provoque, c'est que le manager, il va se retrouver dépassé par un nombre de décisions incroyables. C'est-à-dire que les gens vont venir lui demander des choses qui sont évidemment pas de son ressort, des choses complètement futiles, etc. Et la quantité de décisions qu'il va prendre va affecter la qualité des décisions là où ça devrait être important. Donc, en fait, dans ce cas-là, le manager, il va façonner un peu, malgré lui, une équipe conciliante, mais il va étouffer toute la capacité d'initiative et la créativité. Et donc, ça commence à interroger les notions de court versus long terme, qui est souvent quelque chose à considérer quand on prend une décision, quand on adopte un style. C'est est-ce que ça répond certes à des objectifs à court terme, mais est-ce que ça va aussi permettre à l'équipe de performer sur le long terme. La relativité, toujours ramener ça au temps. C'est toujours une métrique qui est hyper fiable. C'est est-ce que ce truc-là va durer longtemps ou pas longtemps, et prendre une décision à partir de ça, c'est déjà s'orienter dans la bonne direction. Est-ce que c'est un projet à long terme ou un projet à court terme, ça va impacter énormément mes décisions en entrée, quoi. Et c'est vraiment crucial. Et si tu veux, quand tu as un jeune qui vient te demander de prendre une décision ou qu'est-ce qu'il doit faire là-dessus, tu sais ce qu'il faut faire, tu as tendance à dire tu prends la décision toi. Mais si le truc n'est pas si important, est-ce que c'est pas plus intéressant de le mettre en responsabilité là-dessus plutôt que d'être directif? C'est un peu ce genre de question. Et ce qui est rigolo, c'est que les managers qui sont trop directifs, on les reconnaît à leur manière de se plaindre des membres de leur équipe qui ne font rien par eux-mêmes et qui le sollicitent en permanence pour tout et n'importe quoi. Donc, c'est un petit marqueur qu'on peut retrouver à ce niveau-là. Intéressant. Deuxième chose, c'est que c'est un peu une centrifugeuse à talent. Le manager qui est trop directif, qui est tout le temps directif, parce que sur le moyen ou sur le long terme, ça appauvrit les ressources de l'équipe, car un management très vertical, autocratique, paternaliste, on pourrait dire, ça convient aux gens soit qui sont moins qualifiés, soit les gens qui sont rassurés de cet aspect paternaliste avec quelqu'un qui est tout puissant. Mais le problème, c'est que les gens qui sont les plus talentueux, les plus autonomes, ils vont s'enfuir dès qu'ils en ont l'opportunité. Donc, c'est le plus gros problème du manager trop directif. C'est que c'est quelque chose qui va se faire à bas bruit, là, cette centrifugeuse à talent. Et ça va, sur quelques mois ou quelques années, parce qu'il y a un temps long en entreprise, donc, encore une fois, peut-être que le manager ne perçoit pas ces enjeux-là, eh bien, en fait, il va complètement appauvrir les ressources qu'il a autour de lui. Donc, le fait que le manager, quand il est trop centré sur les tâches et les projets, il n'a pas la hauteur de vue pour faire émerger et grandir les talents dans son équipe. Et donc, c'est pour ça qu'il y a certaines décisions où, certes, il faut artificiellement ralentir le process en ne le faisant pas toi, mais en le déléguant à des gens qui sont peut-être moins experts ou moins expérimentés. Mais c'est parce qu'à long terme, tu vas avoir des gens plus matures, tu vas garder les gens qui sont les plus autonomes et les plus performants. Troisième vraie faiblesse du management directif, c'est que ça va aussi produire de l'estime de soi, parce qu'il y en a certains dans la situation que j'évoquais qui vont quitter l'entreprise, donc le manager, j'avais ouvert par ça, pour aller s'épanouir ailleurs. Mais il y a d'autres qui vont être dans une sorte de tension interpersonnelle, donc des modes de retrait ou au contraire des passages à l'acte plus agressifs. Mais il y en a certains qui vont simplement avoir une énorme baisse de l'estime de soi. On l'évoquera peut-être sur les RPS, mais quand on regarde les stresseurs les plus importants RPS, dans le risques psychosociaux. Exactement, ouais, les risques psychosociaux, les stresseurs les plus importants, eh bien, le fait de ne pas se sentir, que son poste n'est pas à la hauteur de ses compétences ou de se sentir un peu désinvesti, c'est un énorme stresseur. Donc, la baisse de l'anxiété, la baisse de l'estime de soi va avec. Donc, malgré tout, le leadership directif est super efficace dans certains cas. Les situations d'urgence, c'est un bon exemple. Donc, le management directif, on l'évoquait, ça ne crée pas de terrain favorable au développement des collaborateurs, mais la vie est réelle et jonchée de situations qui n'offrent pas ce luxe-là. Et si l'entreprise fait face à un problème majeur et potentiellement létal, on se passe volontiers de faire monter en compétence les gens. Et dans ce cas-là,
il faut s'exposer, il faut prendre les décisions. Le manager, dans ce cas-là, doit monter au front, sabre au clair, c'est pour ça. se Et puis, focaliser à court terme sur l'efficacité. on va dire le directif doit être là pour trancher une chose quand il y a de l'incertitude, et en tout cas quand il y a pas de consensus, et que du coup c'est sa responsabilité. Il engage sa responsabilité, pas celle de son équipe. S'il y a pas de consensus au niveau de l'équipe, c'est à lui de prendre une décision, et il l'assume. Si c'était la mauvaise décision, mais au moins il l'a pris, quoi. Et puis si c'était la mauvaise décision, la prochaine fois il fera pas la même, ou peut-être qu'il refera la même, peu importe, ça dépend. Mais voilà, c'est le directif, effectivement, pour les petites tâches, c'est pas très important, en fait. Ouais. C'est pour faire grandir ses collaborateurs. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi que être directif tout le temps, ça sert à rien, quoi. Faut laisser un petit peu de liberté pour les petites tâches, les petits machins. Exactement. Donc, on peut imaginer, par exemple, qu'un gars qui dirige je sais pas moi, une section de pompiers, qui est confronté à des situations d'urgence, il y a le feu, etc. C'est un manager qui va être la plupart du temps directif, parce que la nature de la tâche l'exige, on va dire. Mais dans le monde tertiaire, c'est une vraie erreur et une vraie faute sur le moyen et long terme que d'adopter toujours ce management-là. Alors, avec une équipe complètement inexpérimentée, c'est aussi intéressant. Et donc, c'est cette variable-là qu'il faut toujours considérer avant de se positionner face à l'équipe, c'est quel est le profil de l'équipe. Et le rôle du manager, c'est aussi de protéger son équipe pour éviter d'exposer les collaborateurs trop juniors. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une gradation dans l'évolution du style managérial face à quelqu'un qui débute sa carrière. C'est d'abord d'être directif pour qu'il puisse simplement s'imprégner de ton comportement, et ensuite aller sur des choses comme le consultatif, lui peut-être lui déléguer. Ouais, trop junior, ou alors aussi les personnalités, parce qu'il y a des personnalités qui n'aiment pas prendre en responsabilité aussi. Il y a des gens qui sont pas à l'aise avec la prise de responsabilité ou l'encadrement d'autres personnes, et potentiellement eux, ça pourrait devenir des experts plutôt que des managers, quoi. Enfin, oui, mais malgré tout, tu vas avoir, si tu es directif avec ces personnes-là, tu vas avoir un problème d'implication. Il y a des manières de favoriser l'implication de la personne. Oui, bien sûr. Donc, il y a la montée en autonomie et responsabilisation, mais même quelqu'un qui n'a pas ce profil et qui se plairait plutôt dans une position où il n'est pas exposé aux prises de décision, le fait de malgré tout l'impliquer en étant par exemple consultatif va permettre de faire émerger une implication plus grande. Le fait de l'impliquer aussi dans ces réflexions-là, ça va lui permettre d'être plus en congruence, d'être plus raccord avec les valeurs de l'entreprise, par exemple. Voilà, donc il y a malgré tout une vraie perte d'être trop directif, même avec des profils qui ne veulent pas prendre des décisions par eux-mêmes. Donc, la troisième grande force, c'est situation nouvelle. Donc, quand un manager, quand la boîte fait face à de l'inconnu, c'est au manager de s'exposer et d'assumer la responsabilité. On ne se base pas sur quelque chose de connu, etc., que tu peux déléguer ou machin. C'est à toi de te positionner. Donc, sur le management directif, la typologie de l'équipe, les gens jeunes, inexpérimentés, les situations nouvelles, et les situations d'urgence pour ce qui est de la tâche. Ça, tu me dis les situations dans lesquelles il faut être directif, là. Ouais, exactement. Donc on peut les refaire rapido. Donc, il faut être directif quand il y a de l'urgence. Quand il y a de l'urgence, ça quand paraît quand il y a du junior. Quand avec les tout jeunes ou les gens qui sont vraiment très, très peu qualifiés. Ok. 3, tu m'as dit quand il y a une décision dure à prendre. Quand il n'y a pas de consensus. Alors, décision dure à prendre, ça peut être aussi du consultatif. Parce que tu gardes le pouvoir managérial, le pouvoir de décision quand tu fais du consultatif, mais tu peux essayer de favoriser l'implication ou peut-être même enrichir ta prise de décision par des points de vue multiples. Okay. Donc, ce qui est intéressant quand c'est une décision cruciale, c'est de garder le pouvoir de décision. Et ça se fait sur un de ces deux styles, directif ou consultatif. Et le quatrième, c'était aussi donc, situation nouvelle pour l'entreprise. Ouais, situation nouvelle. Et puis, alors, j'en rajouterai un cinquième qu'on a évoqué. C'était le temps, le rapport au temps. Est-ce que ça a une implication dans la longue durée? Est-ce que ça a une implication court terme ou long terme? Et si ça a une implication plutôt long terme, sur la vie de l'entreprise, en tout cas, en fonction de ce que ça impacte, je vais prendre la décision moi ou pas. Et si c'est court terme, je peux laisser la décision. En gros, le style directif va plutôt être privilégié quand l'importance de la tâche ou de la problématique en question est très forte
et quand le truc est très urgent. Et pour ce qui est des profils d'équipe, c'est très inexpérimenté ou très peu qualifié. Ok, importance, urgence au max et compétences, skills au plus faible. Directif. Ou expérience, etc. Et après, tu fais évoluer les gens dans le temps, parce que sinon, tu leur mets un trop gros stress dessus. Alors, le style consultatif, il est intéressant. Je perds un peu ma voix, mais bon. Le style consultatif, Non, pas c'est du tout, t'inquiète. je prends la décision sur la base de nos idées. Donc, le style consultatif, c'est vraiment adéquat pour faire émerger des idées et recueillir des informations d'une équipe jeune. Parce que justement, tu ne les exposes pas aux conséquences de la décision, mais tu les impliques quand même dans le processus de décision. Donc, c'est un style qui est intéressant parce qu'il est un peu versatile sur plusieurs objectifs d'implication, mais malgré tout, tu gardes le pouvoir décisionnaire. Donc, c'est particulièrement pertinent lorsque le manager doit prendre en compte le point de vue des autres, mais que la décision finale doit demeurer sienne. Donc, vraiment, on est sur truc important et j'ai envie de nourrir ma décision, d'impliquer les équipes. Le style consultatif est pas mal. Quand tu ne consultes pas assez les autres au moment approprié, ben, ça peut te démobiliser. Donc là, c'est vraiment ce domaine d'implication qui est en jeu. Engagement des collaborateurs. Là. Et ça peut, exactement, parce qu'ils peuvent le percevoir comme un manque de confiance. Les mecs sont investis tous les jours au boulot, etc. Il y a un truc trop important, on leur a même pas demandé ce qu'ils en pensaient. Quoi, tu vois. C'est ça. Mais donc, prendre le pouls, enfin, en tout cas, demander pour tout un tas de décisions à ses collaborateurs, c'est important. Là, comme tu disais, on peut donner une référence sur le directif, c'est-à-dire que si c'est une décision hyper stratégique pour la boîte, etc., on peut être dans le consultatif, mais garder le pouvoir décisionnel. Si c'est des petites trucs qui concernent tous en fait, et puis c'est qui engagent pas la survie de la boîte, ça on peut demander l'avis et de remettre la décision aussi aux collaborateurs, quoi. Exactement. C'est vraiment comme ça, tu peux commencer à jongler et tu vois bien la gradation de ces deux choses où c'est l'orientation pouvoir en fait qui est très forte parce que tu gardes le pouvoir. Donc ça permet aussi que les gens ne perçoivent pas un manque de confiance et favoriser leur implication. Donc, générer de l'information, c'est aussi à ça que sert le consultatif. Quand il y a, ça permet de recueillir des vues multiples et d'écouter les échanges sur l'ampleur du problème. Chacun a son background, il y a des gens qui ont des spécialités. C'est peut-être intéressant d'en faire la synthèse et de garder le pouvoir de décision, mais de les écouter avant. Donc, tu vas pouvoir améliorer qualitativement ta prise de décision. Donc, tâche complexe. Donc, il y avait une tâche importante qu'on évoquait tout à l'heure, mais il y a aussi la complexité de la tâche et une complexité forte sur une tâche qui est urgente ou importante. Il faut garder le pouvoir de décision, mais complexité forte, il faut recueillir des avis. Et moi, je le vois, tu vois, par exemple, j'étais très au contact des clients pendant très longtemps chez Ogreffe, et maintenant, je le suis beaucoup moins. Et donc, je perds un peu la prise de température, les réactions des gens, etc. Et c'est important pour moi d'aller recueillir du feedback là-dessus. Deuxièmement, favoriser la mise en œuvre, le sentiment d'implication et de responsabilité que ce type de séquence génère dans un groupe de travail, la consultation, ça accroît la confiance en soi et la motivation pour mettre en œuvre les décisions. Parce que ce n'est pas le tout de prendre une bonne décision, mais si elle n'est pas suivie, si elle n'est pas bien investie par les collaborateurs, ben, tu auras beau l'avoir pris plus rapidement, ta décision, de manière plus efficace, mais derrière, ton équipe va être moins performante. Donc, prendre le temps, malgré tout, d'écouter les gens et de les recueillir de recueillir leur avis sur la problématique, tu vas générer plus d'engagement. Donc, complexité du projet, si elle est élevée, t'es consultatif. Quoi. Exactement. Donc, le gain, en fait, sur le long terme, c'est un gain de temps que tu vas générer parce que tu vas fluidifier la variable la plus importante qui est la variable humaine dans la prise de décision. Ce n'est pas une décision sur un tableau noir à prendre. Troisième force du leadership consultatif, c'est les équipes en développement ou nouvellement formées. On l'avait évoqué tout à l'heure. Quand tu as des gens qui sont, par exemple, diplômés mais qui n'ont pas d'expérience, on ne va pas les exposer à la prise de décision, mais les consulter, c'est bien pour recueillir des idées, mais aussi favoriser leur niveau de compréhension et de connaissance. Donc, ils sont trop immatures, ils ne sont pas assez mûrs et ils ne possèdent pas assez d'expérience pour pouvoir prendre eux-mêmes une décision, mais justement, tu vas les faire monter en compétences, en expérience, en les impliquant dans le processus de décision. Donc, je dirais, le style consultatif,
il est intéressant parce qu'il répond à plusieurs objectifs en même temps. Et c'est souvent confortable de fonctionner comme ça, mais il y a des pièges. Et le premier piège, encore une fois, c'est la dose qui fait le poison. C'est que si tu l'emploies trop souvent, tu peux être ou être simplement perçu, mais tu peux être un peu manipulateur. Parce que tu envoies des signaux d'ouverture à ton équipe, ils auront le sentiment d'être pris en compte, mais si derrière, tu ne prends pas en considération ces feedbacks, eh ben, les gens vont le voir comme une sorte de manque de respect et ils vont penser qu'ils sont menés en bateau par toi. Parce que tu singes une sorte d'ouverture et d'implication, mais elle n'affecte absolument pas tes prises de décision. Donc, le style consultatif est confortable, il est très pertinent, mais il faut savoir modérer cette posture-là. Donc, l'esprit d'équipe, tu peux aussi dégrader cet aspect-là en étant trop consultatif. Donc, je recueille vos feedbacks et je prends à chaque fois la décision. Là, c'est compliqué, quoi. Voilà, où les gens savent que tu vas, pour la forme, leur demander leur truc, mais que tu as déjà pris la décision en fait avant. Tu vois. Il faut quand même que ce soit authentique, le style consultatif. C'est vraiment pour nourrir ta prise de décision. Tu vois. Et même, j'irais des fois, si tu sens il y en a qui l'utilisent pour se rassurer aussi sur une décision. Ouais, voilà, ou si c'est simplement le fait de retrouver la confirmation et presque de diluer sa responsabilité chez les autres, finalement. Mais moi aussi, hein, je veux dire, ça m'est arrivé de prendre l'avis autour de moi pour me rassurer sur une décision que je prenais. Parce que je voulais savoir si je partais dans la bonne direction ou pas. Donc, enfin, je le fais pas à chaque fois, je pense pas. mais c'est important quand même. C'est une preuve sociale, c'est-à-dire que si je demande au maximum, enfin c'est comme on va dire la tendance de l'intelligence émotionnelle, collective pardon. Ouais. C'est-à-dire que tu vas demander à plein de gens sur une décision, même si de manière individuelle les gens n'ont pas trop d'avis, de manière collective, tu arrives quand même à avoir une tendance. Et ça peut être intéressant à ce niveau-là, tu vois. Toi tu peux avoir une idée, mais tu demandes au plus grand nombre. Et ça peut te conforter ou changer entre guillemets ton axe, quoi. Exactement, mais il faut que tu sois quand même ouvert à ce que les lignes bougent. Si c'est pas juste une sorte de biais cognitif que tu mets en place pour valider le truc que tu penses déjà. Et si tu veux même ça dans la manière de présenter un sujet, alors c'est pas forcément lié au manager, mais ta manière de raconter quelque chose va des fois être là pour que la personne, pour construire ce que la personne va en penser. Et il faut avoir l'honnêteté de présenter une situation de manière neutre. Après, peut-être de dire, moi, c'est ça mon positionnement, tu vois, mais de recueillir l'avis authentique des personnes. Donc, deuxième piège de l'approche consultative, c'est que c'est malgré tout quelque chose d'assez chronophage. Donc, si tu prends cette posture parce que tu dis, c'est bien, je suis confortable, je garde le pouvoir de décision, j'implique les gens, machin, tout, en fait, tu vas quand même perdre du temps. Et il faut aussi savoir l'utiliser à bon escient. Donc, c'est un temps de travail conséquent de consulter les gens, que ce soit en individuel chacun ou en collectif. Et il faut le faire vraiment quand tu as envie, de te nourrir d'informations différentes de toi, ce que tu en penses, et deux, quand c'est un sujet majeur, parce que sur des sujets mineurs, il vaut mieux déléguer, tu vois, finalement. Tu montres les gens en responsabilité, tu ne perds pas de temps sur cette tâche-là. Le troisième piège, c'est que, on le disait, c'est quand même quelque chose où tu gardes le pouvoir. Et tu as des gens qui utilisent ça, qui sont un peu contre le fric, on va dire, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est une manière de mettre en place une sorte de vernis démocratique, mais sans renoncer à 1 cm² de pouvoir dans la prise de décision. Donc, ça, on le voit, tu vois, tu as des profils dans le LJI. On regarde leur comportement à la fin. Donc, le LJI, je le développerai un peu après, c'est donc un test situationnel. On place le manager dans plein de scénarios différents et on lui demande de dire quelles sont les solutions parmi 4 qui lui sont proposées les plus pertinentes. Donc, à chaque fois, il y a une solution pour chaque style. Et la solution match plus ou moins avec chacun des styles. Et on voit certains qui oscillent uniquement entre le directif et le consultatif. En fait, c'est des gens qui ne supportent pas de lâcher le pouvoir.
Ouais, c'est par exemple, je me rappelle, je crois que c'était une des questions, que c'était machin vient se plaindre parce que machin lui a piqué sa place de parking. Comment je réagis dans cette situation? Est-ce que je réunis les deux, je fais ça, ou est-ce que je prends la décision tout de suite? Est-ce que je demande à d'autres personnes de s'intégrer dans le truc, etc., etc. Et donc du coup, ça te met en situation pour résoudre un conflit entre collaborateurs, une situation avec une décision à prendre. À chaque fois, c'est toujours une décision. Mais comment est Exactement. orientée ta décision? Est-ce que tu ramènes des gens? Est-ce que tu fais du directif, du consultatif, du consensuel ou du délégatif? Exactement. Les situations proposent dans divers contextes, à chaque fois une situation managériale. Et dans les situations, il y a certains éléments comme ça qui vont, quand tu connais ces critères, etc., qui vont vraiment favoriser une approche plutôt qu'une autre. Et on te propose à chaque fois de dire quelle est l'approche pour chacune des 4 approches qui correspondent à chaque style. Est-ce que c'est très pertinent ou pas du tout pertinent? Et ensuite, on voit à la fois le comportement privilégié du manager et à la fois sa capacité de discernement. Est-ce qu'il a bien réussi à faire matcher les styles les plus performants par rapport à la situation? Donc, on était sur ces 2 approches qui étaient très centrées pouvoir, une qui est vraiment complètement centrée tâche et l'autre qui donne plus de place à l'implication. Maintenant, on va aller sur le leadership délégatif. Donc là, c'est toi, mon collègue, qui va prendre la décision sur la base de tes idées. Bon, après, il y a 2 curseurs dedans dans les sous-styles. Donc, le style délégatif, c'est vraiment intéressant parce que c'est efficace et motivant s'il est utilisé dans des situations où l'équipe est compétente et autonome. C'est pour ça que tout à l'heure, j'évoquais les aspects de seniorité et de diplôme. Et de ce fait, capable de bien se développer seul. C'est pour ça que déléguer quelque chose, ça peut être une opportunité de monter en responsabilité et en compétence. Si la personne est mûre pour ça, autant ça peut être quelqu'un que tu envoies avec des stresseurs majeurs que tu envoies dans le mur si elle est pas encore assez expérimentée et qualifiée pour cela. Donc, très pertinent dans le travail avec une équipe expérimentée, voire même plus expérimentée techniquement que le manager sur certains aspects du travail. C'est-à-dire que, je ne sais pas, nous, par exemple, je vais te dire, à chaque fois qu'on publie un test, on met en place des études pilotes. Ouais. On récolte les données et on a des statisticiens qui bossent pour nous. Tu vois, les mecs, on ne va pas, nous, leur dire qu'est-ce qu'il faut conserver comme item ou non. C'est à eux de nous donner les directives parce que techniquement, tu as des coefficients, des machins hyper techniques. Tu fais confiance en sa compétence, quoi. Ouf, et c'est à lui de trancher, quoi, tu vois. C'est quand tu es haut en compétences et à la moitié de l'impact, là, tu fais du délégatif, quoi. Exactement. Et si jamais vraiment c'est crucial pour l'entreprise ou quoi, plutôt du consultatif. Produire un haut niveau de motivation. Il n'y a rien qui motive plus que quelqu'un que tu responsabilises. Donc, déléguer, ça peut être une attitude managériale risquée, selon les représentations au niveau des collaborateurs. Mais le manager qui sait identifier parmi les salariés expérimentés ceux qui ont une bonne maîtrise technique d'un dossier, eh bien, il peut produire le plus haut niveau de motivation qui soit et le plus haut niveau d'investissement. Donc, l'esprit d'équipe aussi, tu vas avoir des bénéfices collatéraux là-dessus. C'est effectivement au manager de savoir identifier quelle est la personne pour qui c'est non seulement quelque chose d'intéressant pour toi, pour l'entreprise, mais c'est aussi la manière de le garder. Parce que sinon, il ira chercher des responsabilités ailleurs. Troisième bénéfice sur l'aspect délégatif, c'est conserver les talents et abaisser sa charge de travail en même temps. Donc, souvent, ce qu'on reproche à un manager qui ne délègue pas, c'est d'être trop restrictif. Donc, à terme, s'il ne délègue pas, il risque de se priver des collaborateurs les plus talentueux et qui vont, comme je disais, chercher un autre environnement professionnel dans lequel ils vont s'épanouir. Donc, le leadership délégatif, si tu passes à côté, et là, en fait, sur le long terme, tu vas te priver de la plus grande ressource dans ton entreprise, c'est-à-dire les gens qui sont à même de prendre des responsabilités, de gérer des sujets que tu pourras entièrement déléguer. Et c'est comme ça que tu vas aussi les garder. C'est comme ça que tu peux scaler surtout. Parce que si tu n'as que 24 heures dans une journée, entre 9 et 10 au boulot, enfin, on va dire 8, et en 8 heures, tu peux pas abattre le travail de 20 personnes, tu peux pas prendre les décisions de 20 personnes, tu peux pas consulter à chaque fois, tout le temps, tout le monde, etc. Donc, tu es obligé de déléguer et responsabiliser les gens, c'est la meilleure manière de les intégrer dans une entreprise, de leur donner confiance en soi, de les faire monter en compétences aussi, parce que si vous dites, j'ai ma surface d'échange.
il y a quelqu'un qui vient te voir et il te dit ah, je sais pas faire ça. Bah, écoute, je te fais confiance, va voir machin et essaye de trouver une solution. Et c'est ce que je renvoyais dans un webinaire juste avant, précédent, c'était avec Lucien Vincent, qui était ancien RH chez Renault Trucks, et qui disait quand dans ta posture de manager, quand tu as quelqu'un qui te pose une question alors que tu pourrais lui donner la réponse, typiquement, mais si c'est pas urgent, plutôt que de lui donner la réponse et de lui dire, bah voilà, d'être dans le directif, mais parce qu'il te le demande, bah là, tu vas lui dire, bah écoute, je te laisse regarder, consulte un de tes collègues ou machin, va voir par toi-même et reviens vers moi avec quelque chose d'ici un jour ou deux. Exactement. Et du coup, c'est vraiment, alors c'est ce trigger de temps, c'est-à-dire que est-ce que tu as le temps ou pas? Si tu as le temps, bah, fais progresser tes collaborateurs qui sont autour. Parce que, en fait, donner la réponse tout de suite, ça fait jamais progresser personne parce que c'est le raisonnement qui t'a conduit à avoir cette réponse que tu vas te souvenir toute ta vie. C'est pas la réponse en soi. On peut ingérer des tonnes et des tonnes de data comme ce qu'on fait en médecine, en première année de médecine. Mais si t'as pas le raisonnement derrière pour savoir que bah, telle séquence ou tel processus biologique a mené, comment ça fonctionne un petit peu, tu peux apprendre des noms dans tous les sens de molécules, bah, 2 ans après, tu t'en rappelles pas. Alors que si tu apprends le processus de comment ça s'est passé, bah, même si t'as pas les noms, tu sais à peu près comment ça fonctionne, et si on te dit le début du mot, bah, tu dis « Ah, ça, et tu le retrouves direct ». Donc il y a aussi cette forme de donner de l'indépendance aux collaborateurs, de chercher les réponses par lui-même, quoi. Ce que tu décris, ça correspond typiquement à un sous-style du leadership délégatif, c'est l'informer. C'est-à-dire que tu demandes d'être tenu informé au fur et à mesure du processus de décision. Et tu pourrais même carrément aller plus loin dans certains cas et ils reviennent avec toi une fois que c'est fait. Mais comme tu dis, oui, il faut bien identifier la tâche et le profil. Et dans ce cas-là, ça vaut le coup. Et souvent, par exemple, quand tu es un peu débordé, quelqu'un vient te demander, il faut faire ça, machin et tout, tu dis, tu fais ça, etc. C'est tellement plus simple de se débarrasser du truc en prenant toi la décision, surtout quand tu la connais. Mais c'est là où, quand tu veux répondre à des objectifs à plus long terme, quand tu as une meilleure hauteur de vue, tu te dis non, je vais prendre le temps de le laisser au moins se poser la question de la prise de décision, quoi, tu vois. Quand bien même après, tu vas pas jusqu'au bout. Exact. Je passe vite sur le. Je balaye vite le dernier, le consensuel. Et oui, pour répondre à Agnès, oui, je prends des notes. Exactement. Je prends des notes sur mon petit cahier parce que je suis en train d'essayer de comprendre un espèce de pattern. Parce que là, tout à l'heure, on a parlé de urgence, complexité, impact, compétence. Et je suis en train d'essayer de mettre les différents styles de management en fonction de la hauteur. Est-ce que je suis élevé en urgence ou pas, etc. Exactement. Et du coup, je place les différents trucs. Donc, je sais pas si ça intéresse, mais en tout cas, je fais ça au fur et à mesure. Il faut jouer avec 5-6 dimensions majeures, la moitié sur la tâche, la moitié sur les profils d'équipe. On va dire 6, 3 et 3 au moins. Et là-dessus, quand tu analyses comme ça de manière systématique une situation, tu as une évidence derrière. Quelle est la posture en tant que manager il faut que j'adopte. C'est ça. Et ça, tu l'as référencé parce que les 4 critères, par exemple, que j'ai référencés, c'est urgence, complexité, impact sur la société et compétence des collaborateurs. Ouais, compétences, seniorité et enfin expérience et diplôme aussi. Mais si tu veux, après, comme je disais, il faut regarder, il ne faut pas isoler chaque prise de décision. Mais ce qui fait aussi un bon manager, c'est sa capacité à panacher tout cela. Tu vois, parce que finalement, il faut aussi injecter certaines décisions qui favorisent l'implication, d'autres l'efficacité, etc. Il faut arriver à avoir beaucoup de flexibilité là-dessus. Alors, le leadership consensuel, c'est nous prenons la décision sur la base de nos idées, on l'évoquait tout à l'heure. Donc là, pour le coup, le sentiment d'appartenance, c'est là où tu vas le plus jouer cette carte-là, les valeurs d'entreprise, etc. Donc, il a tout son intérêt, ce style, parce que le manager travaille avec une équipe à la fois expérimentée et très variée. Donc, dans ce cas-là, il faut faire preuve plutôt d'influence que d'autorité. Tu vois, est-ce que tu dois manager en faisant preuve de diplomatie, plutôt des enjeux politiques. Donc, ça peut grandement… alors, je vais venir sur la limite après, mais je donne un exemple un moment. En psycho, par exemple, moi, je bossais en psychiatrie dans la fonction publique hospitalière. Tu as des réunions avec des cadres qui sont tous des psychiatres, des médecins, des neurologues, etc. Ouais. Dans ce cas-là, tu ne vas pas commencer, même si c'est toi qui es au centre, qui manage un peu ce collectif-là, tu es obligé d'être dans une forme assez consensuelle. Parce que derrière, sinon, même les mecs, ils font barrage à ta prise de décision. Tu vois. Donc, il y a certaines typologies d'équipes,
certains contextes. Alors, certains contextes aussi sur la tâche, on va le voir, où tu as besoin de recueillir l'expertise des gens et tu as absolument besoin d'avoir leur adhésion. Okay. Donc, la première limite, c'est quand tu utilises trop le leadership consensuel. Je suis désolé, j'ai mon correcteur qui est en anglais, consensual. Le plus petit dénominateur commun. Être consensuel, donc ça peut dégrader la qualité des prises de décision. Et il y a cet aspect du plus petit dénominateur commun qui va émerger de la réflexion collective si tu l'emploies trop souvent. Et finalement, pour que tout le monde adhère à un truc, elle est prise vraiment à minima, la solution, tu vois. C'est comme une réforme du gouvernement, il y a beaucoup trop de réactions, de syndicats, machin ou quoi. Ben, finalement, tu la vides de sa substance. Par principe, tu veux quand même rester sur ta décision, mais pour faire plaisir à tout le monde, elle va perdre tout son intérêt. Donc, le plus petit dénominateur commun, ben, certes, les gens vont y adhérer, mais en fait, c'est presque pire si ce n'est pas la bonne décision ou tu n'arrives pas à trancher face à la problématique à laquelle tu es confronté. Deuxième limite, c'est que tu peux être perçu comme incapable de te positionner. Il y a toujours cette histoire de dose qui fait le poison. Un manager qui est consensuel à l'excès, eh ben, il va être perçu comme étant incapable de prendre une décision et sans d'abord la soumettre et la faire valider. Donc, à un moment, non, tu dois aussi t'exposer. Et c'est une arme très bonne face à profils variés, etc. On va le voir. Mais malgré tout, si tu l'emploies beaucoup trop, eh ben, tu vas perdre toute autorité, ou en tout cas toute légitimité dans les yeux de tes collaborateurs. Donc, être trop consensuel, c'est une manière d'abandonner son autorité. Et ça, c'est une carence incroyable. Et donc, tu vas au niveau de l'impact, tu me disais, bah, je suis d'accord, si tu as une grosse urgence, tu vas pas être consensuel. Si le truc a beaucoup d'impact, c'est là où je n'arrive pas à noter. C'est-à-dire que si la situation, enfin la décision en tout cas qui va tomber, elle a beaucoup d'impact sur l'entreprise. Mieux vaut être consensuel avant directive. Si ça requiert des points de vue variés et d'expertise, si ton équipe est constituée de profils très expérimentés, très qualifiés, même plus que toi dans ton domaine, ben, il vaut mieux, s'il y a une décision à fort impact, y aller. Si ce n'est pas le cas et que tu maîtrises tout, c'est intéressant de te positionner aussi de manière directive. Donc, le consensuel dépend des compétences. Le consensuel, c'est vraiment avec des gens expérimentés et très compétents. D'accord. Ou alors des sujets mineurs où tu as envie vraiment de te dire c'est l'occasion de faire monter le sentiment d'appartenance. Je vais te donner une situation qui est cruciale pour la vie de l'entreprise et qui affecte directement les salariés. C'est par exemple, tu déménages les locaux, tu pars en full remote, tu dis on va faire bureau après post-Covid, etc. Putain, mais si comme 70% des Parisiens. Voilà. si jamais tu n'es pas dans une approche un peu consensuelle, si les gens ne sont pas impliqués dans cette décision, mais tu peux faire énormément de dégâts derrière. Et donc là, ça vaut le coup d'avoir l'adhésion collective, même s'il y a des gens qui peuvent encore une fois se dire, moi je serais le premier à certaines décisions en train de dire, bon ben voilà, moi je pense que c'est carrément pas pertinent de plus être dans un lieu commun pour travailler, mais si je vois que c'est le bien-être de 90% des gens qui sont avec moi, bah, moi ce qui m'intéresse, mon avis était fondé sur le bien-être des gens et de la vie collective, tu vois, donc la vie du groupe. Donc voilà, et ça pourrait être un exemple. Ok. Donc, pareil, décision à fort impact ou situation d'urgence, c'est complètement à éviter, perte de temps, démotivation et tu donnes l'impression de vraiment très mal gérer ton temps quand tu l'emploies à mauvais escient. Je donnerai le PowerPoint pour tout le monde. Ah oui, on va vous donner toutes les ressources. D'ailleurs, je vais aussi mettre dans le chat, on va vous mettre les différents tests, l'offre de Haut-Greffe, et puis aussi le PowerPoint que là on est en train de voir. Donc, je vais faire tout de suite d'ailleurs. Vas-y, je t'en prie. Donc voilà, sur cette troisième limite, c'est quand la situation appelle un leadership plutôt centré sur la tâche, sur le projet, c'est à la fois une perte de temps et une démotivation pour les gens les plus compétents de l'équipe. Parce que c'est vraiment inadapté. Donc, c'est toujours ce matching entre la situation de contexte d'équipe, la tâche, le contexte d'équipe et la position managériale. En revanche, pour vite lister les avantages, pour les problèmes complexes, c'est ce qu'on évoquait. Si tu manages dans un domaine de pointe qui réclame une expertise et la réalisation de tâches complexes,
il y a de fortes probabilités que les membres de ton équipe soient bien plus qualifiés que toi dans leur domaine. Et donc, dans ce cas-là, une approche consensuelle, c'est la seule qui permet de se hisser au niveau du problème que tu rencontres. Et dans ce cas-là, il faut vraiment que le mec qui soit, je sais pas moi, le mec qui est spécialiste chez nous des stats, on va dire, il faut que quand on publie et qu'on va dans une direction, on ait son feu vert, tu vois, parce que c'est le seul qui a même de vraiment dire oui, le test est valide scientifiquement. À la fois, le mec va pas, ce cas-là ne va pas être pertinent pour savoir ce qui est le plus adapté aux besoins d'utilisateurs et donc ce qu'on doit mettre dans le rapport, etc. Donc ça, c'est plutôt des gens qui sont en contact des enjeux commerciaux qui vont pouvoir co-construire cette solution. Et donc, dans ce cas-là, il faut vraiment arriver sur une approche consensuelle. Donc, il y a aussi des synergies d'équipes qui peuvent engendrer des décisions de grande qualité, car la solution a été construite grâce au raisonnement, aux idées et aux connaissances de chacun. Donc, voilà, les gens experts, décisions extrêmement complexes, ça peut être intéressant. Donc, également, ça ne retire pas de la place du manager. Mais dans ce cas-là, ce qu'il doit faire, c'est arriver en synthèse et il doit, lui, créer les conditions de on va dire, cette performance groupale qui est bien plus élevée dans ce contexte-là que la somme des compétences individuelles. Donc, c'est à lui d'être le chef d'orchestre, on va dire, d'une décision consensuelle. Deuxième vrai avantage, c'est créer une vision commune. C'est là où on est sur les sentiments d'appartenance, valeurs de l'entreprise. Face à des décisions fondamentales, je te dis, passer en full remote, etc. Le style consensuel, ça assure une vision commune dans l'équipe, un degré élevé d'appartenance, un degré d'engagement élevé d'engagement dans l'action et un but clair, précis et partagé. Tout le monde a été d'accord, tu vois, sur une décision et on n'aura plus de discussion. Après, on reviendra pas en arrière. On prend le temps. Tout le monde adhère. C'est un truc super important. Vous êtes les personnes les plus qualifiées de l'entreprise. Tout le monde adhère et ça ne tergiversera plus sur ces aspects-là. Donc voilà, le manager envoie des signaux d'empathie aux membres de son équipe quand il adopte cette posture-là, ce positionnement-là, et motivation profonde. Les gens vont se ressentir que leurs motivations sont prises en considération. Le troisième avantage, c'est que tu fais faire preuve d'influence plutôt que d'autorité. Et ça, c'est ce que j'évoquais avec mes profils de médecins que tu dois gérer, etc. Pour avoir l'adhésion des gens qui ont ce type de statut, on va dire, il faut faire preuve plutôt d'influence que d'autorité. Collège de médecins, etc. Donc, quand il y a des gens qui ont ces statuts sociaux très élevés, là, il faut arriver en influence et il ne faut pas que la décision précède le positionnement de chacun des membres du groupe. Donc voilà, donc il y a cet effet de paradoxe où tu peux, en lâchant le pouvoir décisionnaire, finalement avoir un plus grand pouvoir au sens de l'influence que tu as dans l'équipe. Donc c'est aussi une manière stratégique de mettre en œuvre une forme d'autorité un peu moins directe. Donc voilà, en gros, je trouvais ça intéressant au moins qu'on ait ces trucs balayés sous l'axe de avantages et inconvénients. Mais il ne faut vraiment pas oublier cette vision en synthèse de faire preuve du plus de flexibilité possible dans son comportement et du plus haut niveau de discernement dans son analyse des situations pour derrière proposer les styles. Discernement rapide en plus. Et rapide. Même si tu vois, tu sais que tu as quelqu'un qui est là depuis 6 mois, tu sens qu'il a du potentiel, etc. Tu as à l'esprit que, OK, dès que j'ai l'occasion, je vais l'impliquer. Et quand la situation arrive, c'est clair pour toi, ce n'est pas l'analyse sur le coup. Tu sais que ce profil-là, tu vas le faire monter en responsabilité sur les 6 ou 12 prochains mois. Et donc, tu vas te saisir des situations idéales pour ça ensuite. Et donc, c'est pour ça que nous, on a développé ce test, le LJI, Leadership Judgment Indicator, qui va mettre le candidat dans 16 scénarios et on va collecter des données à 2 niveaux très différents. Quels sont ses comportements? On va voir s'il utilise par défaut un type de solution, directif, etc. Et on va voir aussi s'il a des évitements, s'il n'utilise jamais tel ou tel style. Et de manière différente, on va regarder ses compétences, sa capacité d'analyser les situations. Donc, le candidat se met dans le rôle du manager. Les situations appellent une prise de décision. 4 options proposées relatives aux 4 styles. Et il va, sur une échelle, coter le degré de pertinence. Donc, de quelle manière il va impliquer ses collaborateurs, directifs, consultatifs, consensuels ou délégatifs. Mais c'est ça qu'on va regarder et je vais essayer de partager
peut-être autre chose. Et ça fait Un résultat, je pense qu'on peut partir sur un résultat. Rapport, un extrait de rapport, ouais, ça serait top ça. Et puis je vois que le temps avance, Malik. Et du coup, si on peut regarder peut-être le global du rapport là tout en haut. C'est ce que voilà. Je vais voir deux trucs. On a d'une part toutes ces là, voilà. c'est vraiment quelques échelles. Le résumé du profil. Pour les gens qui comprennent pas comment. Est-ce que tu peux zoomer un petit peu pour que les gens le voient bien en grand écran? C'est avec les différents trucs. Voilà, nickel, parfait. Pour comprendre ça, il faut toujours voir ces graphiques-là alors ces graphiques en 2D, ce que tu m'as expliqué, et je comprends pour ceux qui c'est que à chaque fois, on a toujours une loi normale. C'est-à-dire qu'une population, je vais mettre comme ça, et tu me corriges si je me trompe. Sinon j'en ai diffusé une là actuellement. Ah, t'en as une? Ah bah parfait, parfait. Donc une population est toujours suivant une loi normale. C'est ça, c'est les phénomènes qu'on retrouve, c'est notre domaine de la psychométrie. En fait, les gens se distribuent, que ce soit sur les comportements ou les compétences, selon cette courbe-là. Donc, beaucoup de gens qui sont dans la norme, des gens qui sont très, très, très extrêmes d'un côté ou de l'autre. Et on évoquait le QI. En fait, quelqu'un qui a 130 de QI, c'est qui se situe dans cette portion-là la plus élevée de la population générale, on va dire. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est des résultats avec le LJ en percentile, par exemple. On a le pourcentage de gens qui sont plus faibles ou égal à toi sur ce domaine. Donc, typiquement, là, de ce profil-là, on est à 94% de préférence délégative, c'est-à-dire qu'il y a plus que 6% de l'échantillon de managers de référence, puisque les scores, on les propose sur quelle ligne, hein? Sur quelle ligne? Sur le délégatif, là, par exemple. Délégatif. Sur la préférence délégative. Ok, d'accord. Donc, c'est la dernière des scores de préférence. D'accord, ok. Exactement. Il se retrouve. Donc, en fait, ça veut dire que par rapport à l'ensemble des managers en France, le mec, il est tout le temps, il est beaucoup plus que la moyenne en utilisation de ce style-là. Donc, on peut être sûr qu'il le surutilise. Et donc, l'idéal sur les scores de préférence, c'est de se retrouver au milieu, ni trop ni pas assez. Alors que sur les 4 scores, qui sont les scores de jugement, c'est vraiment, est-ce que tu as réussi à faire matcher et à matcher les bonnes solutions par rapport aux situations et à écarter les moins attendues? Et bien là, l'idéal, c'est de se retrouver vers le percentile 99,9, c'est-à-dire de faire partie des 0,1% qui ont le meilleur discernement sur les situations. Juste comme ça, je conclue en 2 secondes. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle les facteurs de second ordre. C'est-à-dire que des fois, c'est intéressant de renverser un peu, de ne pas regarder par ces 4 styles. Mais j'évoquais tout à l'heure que les styles directifs et consultatifs ont tous les deux une orientation forte centrée sur le pouvoir de décision. Mais en fait, on peut relier chaque style 2 à 2. Quand tu es consultatif ou consensuel, en fait, c'est que tu vas principalement avoir en tête de favoriser l'implication. Quand tu es directif ou délégatif, c'est que tu es sur la tâche. C'est-à-dire, soit je prends la décision, soit tu la prends, mais on est sur le mode le plus efficace. Et délégatif consensuel, on est sur une approche centrée sur la responsabilisation. Et quand nous, on propose les analyses, puisque le profil est interprété automatiquement, on propose des analyses pour chacun des styles, que ce soit pour le comportement privilégié ou évité, ou que ce soit pour le jugement. Mais on propose aussi une analyse selon ce facteur de second ordre par type d'orientation. Et donc, on a des résultats très techniques que tu vois là, mais on a aussi des résultats qui sont interprétatifs où chaque profil qu'on sort, on ne va pas avoir le même narratif, la même analyse. C'est des textes qui vont expliquer avec des mots. Voici quelle tendance vous avez. Voilà. Vous vous situez par rapport au manager de référence. Voilà quand est-ce que ça va poser énormément de problèmes. Voilà pourquoi ce style, vous feriez mieux de l'employer plus ou vous l'utilisez trop. Voilà les conséquences que votre comportement va avoir. Etc. Et ce que j'avais bien aimé, c'était aussi à quel moment ce style est efficace. Exactement. Et ne l'est pas. Donc, c'est la matrice que j'ai essayé de faire tout à l'heure avec ce que tu disais, les différentes degrés. Mais il est bien le graphique en cercle là. Ouais, les facteurs du second ordre, c'est vraiment intéressant de regarder ça comme ça. Après, si tu veux, ce qui est intéressant aussi, c'est de jongler sur les deux. C'est-à-dire, quelqu'un qui va être très mauvais pour repérer les enjeux du leadership consultatif, mais on voit que c'est un comportement qu'il n'emploie jamais, et ben finalement, ça va avoir moins de dégâts. Et pour peu que l'équipe
la typologie de l'équipe dans laquelle on veut l'embaucher ne correspondent pas aux attentes qu'on a avec le leadership consultatif, c'est pas très grave. Tu vois, pour le recrutement. C'est grave pour son développement en tant que manager, mais c'est pas très grave en soi pour les performances qu'il aura sur un poste. Et pareil, quand quelqu'un est très bon pour repérer les enjeux, mais l'emploie trop souvent, ce que tu vas travailler avec lui, c'est de modérer quantitativement l'emploi de cette approche, puisqu'on sait qu'il le repère bien. Quelqu'un qui l'emploie de manière équilibrée, mais qui perçoit mal les enjeux, tu essaies de le faire monter en compétence sur qu'est-ce qui va appeler cette décision. Et tu sais qu'il l'emploie de manière modérée, il faut juste augmenter sa performance dans l'emploi de ce style. Exactement. Donc là, on répond à la question, le troisième point de notre plan, de comment adapter sa posture de manager à partir des situations grâce au LJI, le test LJI des éditions Au Greffe. Donc c'est ce test-là, comment ça se passe, comment on le passe, comment on fait si on veut le passer? En fait, c'est un test qui dure quand même 30-35 minutes, puisque tu as 16 narratives, tu dois te positionner sur chacune des 4 solutions. Donc, ça se fait tu vois, sur tablette, sur ordinateur. Le mec qui a acheté des tests chez nous, il a une plateforme sur laquelle il peut créer des liens de passation qu'il t'envoie ou qu'il te fait passer dans son cabinet, j'en sais rien. Et en fait, voilà, tu es confronté à ces 16 situations et simplement, à chaque fois, on te dit, pour résoudre ce problème qu'on te décrit en un petit paragraphe, solution numéro 1, je fais ça, solution numéro 2, je fais ça. Et sur chacune des solutions, tu dis si c'est très pertinent, pas du tout pertinent ou des réponses intermédiaires. Donc c'est un QCM. Et si je veux le passer, je contacte qui chez Au Greffe? Si tu veux le passer, le mieux que tu aies à faire, honnêtement, sur la page… Moi, je l'ai passé, mais je fais mon candide, là. Ouais, je sais. Sur la page augreffe.fr du LJI, en fait, on va dire. Et dans ce cas-là, tu vas avoir déjà beaucoup d'informations. Tu peux télécharger un exemple de rapport et tu peux évidemment le commander. Tac. Tu as vraiment du détail dans l'explication, le modèle, etc. Tu peux télécharger un exemple de rapport. Tu peux l'ajouter au panier. Tu peux même demander une passation d'essai. Mes collègues reviendront vers toi si tu as un professionnel des ressources humaines. Indicateur de jugement en situation de leadership, j'ai mis le lien et du coup avec le webinar, le prix il y a une réduction, c'est ça? Alors, ce qu'on propose, c'est que ce test généralement s'accompagne initialement d'une formation pour ce test que tu vois ici, la formation LJ2. Donc, c'est une journée en virtuel. Je crois que le prix est de 750 € et il reste une place, je crois, peut-être 2 pour juillet et un peu plus de place pour fin septembre. Oui, tu m'avais dit 30 septembre, c'est ça? Voilà, 30 septembre, mais j'ai vu ma collègue hier, elle m'a dit il reste normalement une place pour juillet et je vais mettre son email dans le chat et on va proposer 15% de réduction à ceux qui ont fait partie de ce webinaire. Donc c'est 15%. Voilà, il y a un code à donner, on dit quoi, webinar? En fait, ce que je vais faire, c'est plutôt dans le chat, quand tu vas présenter le Trimoji, je vais juste mettre le lien du mail de ma collègue et vous pouvez vous adresser à elle en mettant formation LJI, Team Builder en objet et elle va vous fournir un devis avec les 15%. Bon, et 15%, c'est quand même plus de 100 €, c'est une belle réduction, c'est pas mal, hein, ça c'est gentil. Ouais. Et je dirais que pour tous les gens qui sont impliqués dans du recrutement de managers ou qui forment des managers, c'est vraiment essentiel. Nous, on a l'EM Lyon ou des écoles de management qui font passer ça à leur dernière année. Comme ça leur donne aussi un programme de développement derrière. C'est-à-dire qu'ils savent où est-ce qu'il y a un gros trou dans la raquette, dans la perception des enjeux chez chacun de leurs étudiants. Ils peuvent derrière aller sur des ateliers ou des groupes qui leur permettent de déguiser leur analyse situationnelle. Ok. Moi, j'ai le mail de… Ou sinon, je me permets, je mets le mail de Christa. Ouais, vas-y, tu peux mettre le mail de Christa, bien sûr. Alors, hop. Donc, Christa, vous pouvez mettre ton mail, mais hop, et voilà, c'est fait. Donc, n'hésitez pas à contacter Christa pour faire ce test avec une super éduque. Ça fait plaisir, c'est top. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment cool. J'étais content. En plus, comme je te disais, il restait une place pour là. Donc, des gens qui veulent y aller directement en juillet. Et à la fin du webinaire, j'enverrai un petit lien dans le chat qui demandera qu'il y ait un lien de passation du LJ
Et ceux qui le veulent, je vais limiter à peut-être 10 ou 15 pour pas avoir trop de taf derrière. Mais ça demandera en amont nom, prénom, âge, genre et votre email. Et comme ça, je vous renverrai le rapport, l'interprétation de votre profil par la suite. Ouais, parce que c'est ça qui est le plus important en fait. C'est le test. Alors le test, faut vraiment le faire à tête reposée, se poser les bonnes questions, tout ça. C'est pas un truc qu'on peut faire entre deux portes. Hein. Faut quand même être assez concentré et puis après les résultats, bah il faut prendre le temps aussi de les ingérer. Derrière, vous faites de la formation aussi, non? Il me semble. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment un accompagnement. Une activité importante qu'on a. Et généralement, par exemple, les gens qui sont psychologues du travail, on estime que le manuel fournit toutes les informations, peut-être sur dossier, quoi, ils peuvent se passer de la formation, mais sinon, nous, on forme, parce qu'on a une éthique forte, on produit des outils scientifiques de qualité et on veut que les gens derrière les utilisent de la bonne manière. Et en plus, sur le LJI, c'est une coach, qui est aussi psychologue du travail, mais coach, mais qui est passionnante et qui est complètement centrée sur la pratique, sur comment faire le débrief, parce qu'il y a une méthodologie de débrief du LJI où tu demandes aux gens de s'auto-positionner sur leur style et ensuite tu travailles avec eux, leurs axes de développement, etc. Et donc, il y a aussi des fonctionnalités sur la plateforme où tu as un recrutement, tu vas mettre en place un profil cible par rapport au poste en question de manager. Tu vas évaluer toute une série de gens et derrière, la plateforme va te donner les profils de compétences managériales les plus adaptés à ton recrutement, etc. Donc, il y a une nécessité de venir en formation. Eh ben voilà, parfait. Du coup, faites le test. Si vous connaissez des managers, si vous avez des entreprises aussi avec des managers, essayez de leur faire le test. Et puis, c'est une petite formation management, ça fait pas de mal. Hein. Ouais. Pour certains, ça fait pas de mal. Et juste une dernière chose, ceux qui veulent s'intéresser au modèle sous-jacent, ça s'appelle le Formula Fort. Voilà. Ouais, le Formula Fort, c'est les 4 grands types de management. Exactement. Et l'approche situationnelle comme ça. Ouais. Moi, je vois que l'heure tourne, donc moi, je vais faire le plus court possible, du coup. On avait parlé d'adapter ses postures de manager avec le test du LJI. Là, je parle de l'approche du Trimoji. Le Trimoji, c'est une innovation qu'on a sortie avec TeamBuilder, qui est un test, en fait, qu'on a passé. On a un test long et un test court, et le test court, c'est à faire en moins d'1 minute. Donc, j'ai mis le lien tout à l'heure. Sur le Trimoji, vous pouvez le faire en temps réel là maintenant ou plus tard, c'est toujours intéressant. À quoi sert le Trimoji? Pour nous, ça va servir à 2 choses. 1, le recrutement, 2, le management. C'est un outil d'analyse comportementale qui va être hyper rapide et qui va permettre de faire beaucoup de choses. Donc, créer des équipes performantes. Alors, j'ai le plaisir aussi, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais j'ai le plaisir d'annoncer que hier, on a été validé par Microsoft et on fait partie officielle maintenant du du programme Microsoft for Startup. Ah, c'est cool ça. Ouais, ça fait plaisir. Depuis hier, j'ai eu la validation. Là, on a été validé par les US. On a été validé par la France, donc on voulait pas communiquer. Et là, on a été validé par les US. Donc ça veut dire que prochainement, on va pouvoir implémenter notre solution dans Teams, Microsoft Teams. Donc ça c'est très cool avec le support de Microsoft, des ingénieurs de Microsoft. Donc ça fait très très plaisir. Voilà, je voulais ça maintenant et ça aura toute son importance parce que le Trimoji va faire partie de cette intégration dans Teams. Et je vais vous expliquer un petit peu comment. Donc ça permet d'anticiper des conflits aussi potentiels dans l'entreprise. Ça permet de développer les talents et puis d'améliorer la motivation, la satisfaction au travail. Là, je suis content de travailler avec machin sur tel projet. Donc du coup, voilà, ça crée de la performance pour les entreprises. Donc c'est un test à faire en moins d'1 minute pour découvrir ses soft skills, points forts, points faibles, et son Trimoji. Trimoji, c'est l'environnement de travail optimal. Donc, en faisant le test, alors par exemple, je vais faire le test, je vais sur le site de TeamBuilder et je fais le test, je peux passer le test rapide, et là, je vais faire mes vraies réponses, ok? Au théâtre, vous voyez, plutôt sur scène ou dans les coulisses. Je suis d'accord avec ça. Les gens peuvent vraiment au contraire, je suis pas trop d'accord. Vous travaillez à un rythme constant, pas toujours. Vous êtes itinéraire de voyage en général planifié à l'avance, pas du tout. Votre énergie est multipliée par si vous avez passé du temps avec un groupe, oui, à fond. Votre esprit, oui, j'ai beaucoup d'idées. Vous aimez avoir la liberté spontanée à fond. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes, non, pas vraiment. Vous avez tendance à prendre beaucoup de choses personnellement, ça arrive. Vous faites confiance à votre instinct,
Oui, oui, totalement. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales, oui, et vous voyez la nécessité par règle imposée, non, pas toujours. Accéder aux résultats, voilà, là, ça me donne mon Trimoji. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Ça me donne mon Trimoji. Donc, le premier emoji, ça va être la structure de management préférée par la personne. Le deuxième, ça va être d'où je tire ma source de motivation. Et le troisième, ça va être quel est mon rythme de travail. Donc, je préfère manager et être managé dans un environnement libre. Je suis motivé par la compétition, d'accord, et pour accomplir mes tâches. Et puis, Joker, c'est la polyvalence. Je sais à la fois travailler avec régularité et dans l'urgence. Là, ici, on demande aussi aux gens de donner un feedback. Est-ce que je suis plus ou moins d'accord avec cette analyse? Et ensuite, de pouvoir évaluer ça directement dans le test. Ensuite, ça donne une carte sur la personnalité, force et faiblesse, et des soft skills. Donc, ça permet aussi aux alternants, ceux qui proposent qui cherchent un job, à la fameuse question citez-moi vos principales qualités, vos principaux défauts. Bah, au lieu de dire je suis un peu trop perfectionniste, bah, moi je pourrais dire je suis un peu trop émotionnel. Voilà. Donc va pas falloir me titiller avec ce genre de truc. Pareil, je peux dire si je suis d'accord ou pas avec cette analyse, et puis évaluer avec quoi je suis d'accord ou pas d'accord. Ça, c'est hyper important pour nous. Pourquoi? Parce que c'est un test à l'échelle nationale et ça nous permet d'entraîner notre modèle de machine sur les feedbacks. Et à terme, avec toutes ces stats, on va pouvoir évaluer si notre test, en moins d'une minute, il est pertinent, il est statistiquement viable, il répond à une loi normale, etc. Et que aussi voir sur quels items, les questions, on va devoir plutôt se repencher pour aller chercher ce 99% de « je suis complètement d'accord avec cette analyse ». Aujourd'hui, à date, on est à un peu moins de 90%. Si on prend le global, on est à 92% de complètement d'accord avec l'analyse. Et pour passer de ces 92 au 99,99999, on va avoir besoin de beaucoup de data. Donc l'objectif, c'est vraiment d'atteindre au moins 10 000 tests à la fin de l'été. Aujourd'hui, on en est à un tiers de cet objectif. Donc n'hésitez pas à transférer ce test au maximum de gens que vous pouvez, parce que c'est vraiment derrière. Voilà à quoi ça va servir. Je vais vous montrer ça. Moi en tout cas, je l'ai passé et j'étais en adhésion avec le profil qui était sorti. Je trouvais que c'était un très bon portrait et je trouvais que c'était le niveau au-dessus qui était encore plus important. C'est quand tu m'as montré le mapping derrière que tu pouvais en faire. Exactement, bah, c'est ce que je vais vous montrer là tout de suite. C'est-à-dire que ça, c'est la légende du Trimoji, pour vous dire, parce que là, vous avez vu dans l'analyse, vous avez vu qu'une partie. Donc moi, j'étais fusée, compétition et polyvalent. D'accord? Donc je ne sais pas si on voit bien, je vais essayer de grandir. Donc je reprends, structure du management, source de motivation et rythme de travail. Et donc du coup, vous voyez qu'il y a des oppositions et il y a aussi de la polyvalence. D'accord? On peut être à la fois l'un, à la fois l'autre, plus ou moins l'un, plus ou moins l'autre. Et la compétition s'oppose à l'entraide, l'esprit d'équipe. Donc, à partir de ça, alors ce qu'on fait nous chez Team Builder, c'est qu'on fait passer ce test aux collaborateurs et ça permet d'aller connaître le Trimoji de chacun des collaborateurs dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le jumeau numérique associé au Trimoji. C'est-à-dire que, comme sur un Google Maps, vous allez pouvoir zoomer, dézoomer dans votre entreprise et vous allez pouvoir identifier quels sont les environnements de travail optimaux de vos collaborateurs et collaboratrices. Ça permet de faire quoi aussi? Ça permet d'identifier des zones de tension ou de conflit dans l'entreprise. Typiquement, un manager qui n'est pas en phase avec les Trimoji de ses collaborateurs, bah, ça va être par exemple un manager qui va être plutôt axé sur très directif. Et bah, très directif, là-dedans, on pourrait imaginer que c'est plutôt il est train. Ça va être il préfère la structure, il est très hiérarchisé. Alors que les collaborateurs qui sont avec lui vont plutôt être fusés, etc. et vont pas supporter en fait qu'il lui impose trop de process, trop de choses normées avec une hiérarchie bien imposée. Donc voilà, c'est selon ces trois
On a réfléchi longtemps et la simplification, c'est horrible parce que c'est très, très complexe. On a réfléchi très, très longtemps. On a posé de questions à beaucoup, beaucoup de gens et on a retenu ces 3 dimensions essentielles qui permettent de se faire une idée très, très facile d'un collaborateur sans tomber dans ce qu'on appelle le jugement négatif. C'est-à-dire, bah, toi, t'es comme ça, ah, c'est pas bien. Non. Là, avec ça, on a aucun profil négatif. D'accord? C'est-à-dire que, bah, oui, je sais travailler dans un environnement, je préfère travailler dans un environnement libre plutôt que hiérarchisé. Oui, je suis motivé plus par la compétition que par l'esprit d'équipe. J'adore gagner. C'est comme ça. Il faut aussi faire avec qui on est. Ça permet de se poser des questions aussi sur soi-même. Et puis, sur le rythme de travail, ben non, je suis pas que dans l'urgence parce que trop d'urgence me fait stresser énormément. Mais j'ai une capacité à stresser qui est facile et donc du coup je peux répondre à ces besoins. Mais j'ai besoin de me détendre aussi. Donc je suis plutôt polyvalent entre les deux et j'ai besoin quand même d'un contexte assez routinier, processé pour pouvoir travailler. Donc voilà, sur ces 3 grandes dimensions, le Trimoji opère. Et ensuite, à partir de ça, bah, il va nous falloir de plus en plus de data. Et puis, quand les gens peut-être l'utiliseront sur Teams, ça nous permettra aussi d'avoir un impact direct dans le monde du travail et aussi de pouvoir regarder la performance opérationnelle des équipes et voir si cette équipe était en performance ou pas par rapport à cette analyse. Un autre facteur aussi qui sera hyper important, c'est de voir, parce que tu peux prendre une décision de créer une équipe, par exemple, tu peux prendre une décision de créer une équipe que en fonction d'un tas de critères, dans le sens, je veux une équipe sales, je veux une équipe hyper compétitive. Donc, je vais screener mes collaborateurs uniquement à partir des médailles. Le reste, peu importe. Et si mon manager, il est plutôt train, bah, je vais sélectionner des trains et des fusées, des trains, pardon, et des médailles. Et du coup, je vais avoir tous les collaborateurs là, ça. Par contre, ce qu'on veut pas, c'est discriminer. Discriminer à la fois sur le bien-être des collaborateurs et à la fois sur ce que les collaborateurs peuvent faire. Donc, on laissera toujours la possibilité aux collaborateurs de pouvoir changer leur Trimoji, de pouvoir dire, bah non, en fait, je suis pas d'accord avec ton analyse, moi, je suis plutôt comme ci et comme ça. Voilà avec quoi je suis plus confortable. Donc ça, c'est très important. Et dans un dernier point, le facteur d'observation va être aussi, est-ce que les collaborateurs, le turnover, tout simplement. La décision de cette équipe a généré de la performance, oui, d'accord. Est-ce qu'elle a généré de la performance dans le court terme ou dans le long terme? Et on va regarder au long terme les mouvements des gens. On va avoir beaucoup de facteurs d'observation qui vont pouvoir nous renseigner si cette décision était bonne ou mauvaise, à la fois au niveau de la performance, mais à la fois au niveau du bien-être des collaborateurs. Parce que je peux mettre des gens ensemble et les presser comme des citrons, ils vont produire un truc de malade, mais au bout d'un an, ils vont tous être en burn-out et ils vont se barrer. Donc, c'est aussi un facteur d'observation qui est hyper important à prendre en compte. Et ça, il n'y a que l'antériorité qui pourra nous aider à améliorer nos algorithmes, dans tous les cas. Donc, voilà. Je clôture les petites actus. N'hésitez pas, du coup, à faire ce test, etc., etc. Je vous envoie les call to action. Malik, merci pour... Merci à toi, j'ai un peu phagocyté. T'inquiète, non, pas du tout. Tu rigoles ou quoi? Moi, je trouve ça super intéressant. Et j'ai mon petit résumé là, juste sous moi. J'espère que vous aussi vous l'avez fait. Et j'ai drop dans le chat le lien pour passer. Je crois que j'ai mis 10 ou 12 ouvertures possibles. Donc ouvrez-le quand vous êtes, gardez le lien et faites-le quand vous avez une petite demi-heure devant vous, tranquille. Et ne recliquez pas dessus pour laisser d'autres accéder au test. Je vous enverrai vos résultats. Mais merci Aurélien. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir, pourquoi pas en fin d'année, sur d'autres sujets. Non, mais surtout, je sais sur quel sujet tu vas revenir. Moi aussi, je sais. Ah, ça commence par R, non? Ouais, c'est clair. Il faut qu'on parle du stress professionnel, des RPS, etc. C'est vraiment un sujet, en plus, moi, pour le coup, que j'ai pu bosser un peu en profondeur depuis très longtemps. Et ce sera vraiment intéressant de développer sur ce sujet. Ouais. Moi, je suis toujours ravi de l'échange. Tu es très didactique, tu es très clair, et puis tu parles super vite. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a une grande quantité d'informations qui transitent. Et à l'oral, en fait, c'est très, très bien. Ça doit être très fatigant pour toi, surtout que tu n'as plus de voix. Mais quand tu écoutes ce genre de choses en podcast, etc., tu te fais pas chier parce que tu as beaucoup d'infos. Donc ça, moi, en tout cas, je trouve ça très, très cool. N'hésitez pas à nous le dire si vous voulez dans les commentaires. Les replays
aussi sera disponible parce que si Malik a parlé trop vite, bah là, vous pourrez faire des pauses, prendre des notes, refaire des pauses, prendre des notes. En plus, il y a toutes les slides, etc. Donc, vous pourrez vous faire plaisir. J'en profite pour vous dire de ne pas rater la semaine prochaine. Je fais un webinar avec Amélie de Workplace Options. C'est une société qui accompagne plus de 60 millions de collaborateurs à travers le monde. Donc, c'est une grosse boîte de conseil qui accompagne des sociétés sur la gestion des risques psychosociaux en entreprise. Il y a des anecdotes sur les risques psychosociaux en entreprise qu'elle voudra nous dévoiler et comment aussi, quelle est sa méthodologie quand elle arrive dans une société, faire un état des lieux et ensuite quelle décision prendre dans cette société pour améliorer les choses. Les prochains webinars aussi, je ferai un webinar dédié à ce Trimoji et cette nouvelle façon de recruter et de manager. Un référentiel des compétences aussi, ça c'est hyper important, c'est le prochain enjeu des entreprises et donc on va faire un webinar entier là-dessus. Et puis ensuite, en ouverture, on va faire le matching relationnel. Le matching relationnel, est-ce que c'est possible le Tinder du boulot? On va voir ça, on verra ça ensemble. Qu'est-ce qui existe dans la science, qu'est-ce qui existe dans l'état de l'art et qu'est-ce qu'on peut faire comme innovation à partir de ça. Voilà, toutes les boules sont lancées dans les airs. Maintenant, à vous de choper celle que vous voulez. N'hésitez pas à partager le lien du replay si jamais. Et pour toutes les personnes qui sont inscrites, vous aurez accès au replay direct après que j'aurai terminé cet événement. Je vous souhaite à tous, du coup, et Malik, merci encore. Merci à tout le monde, merci vraiment. Aurélien. Je vous souhaite à tous un très bon vendredi après-midi, un très bon appétit et un très bon week-end. À la bientôt. À la prochaine. Au revoir. Ciao.